Il y a une séquence en ce moment, donc on va commencer par ça. Vous avez déjà probablement vu passer différentes prises de parole de Gabriel Attal sur la jeunesse qu'il va falloir mettre au pas. Il y a des mairies qui annoncent faire un couvre-feu pour les mineurs, etc. Donc là, en ce moment, le grand sujet, c'est la délinquance des mineurs. Est-ce que la délinquance des mineurs a augmenté ? Non. Non. Tous les indicateurs tendent plutôt à montrer que la criminalité, en règle générale, est en baisse. La criminalité, notamment contre les personnes, etc., etc. Oui, les trucs des internats, on va parler aussi. C'est un move pour la campagne, bien sûr. C'est un move pour la campagne européenne, il ne faut pas se mentir. Globalement, voilà. En fait, que se passe-t-il concrètement au niveau des faits divers et de la criminalité ? La criminalité a baissé, mais elle fait de plus en plus les gros titres. Donc il y a un sentiment dans la population que la criminalité augmente, parce qu'on voit tous les jours un fait divers arriver, etc. Sauf qu'en fait, simplement, on voit les faits divers qu'auparavant, on ne voyait pas. C'est ça, c'est le fameux ressenti. C'est le sentiment d'insécurité qui ne révèle pas en réalité une véritable insécurité, quoi. Couvre-feu instauré pour les mineurs de moins de 13 ans dans plusieurs villes, à Béziers, Nice, Cagnes-sur-Mer. Les maires mettent en avant la lutte contre la délinquance. Et donc là, ce qu'ils proposent, c'est donc des couvre-feux pour les moins de 13 ans. Bon, bah c'est d'accord, why not ? Des couvre-feux pour les moins de 13 ans, c'est bizarre, mais en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Ça permet de justifier un discours de mise au pas de la jeunesse. C'est parce que la jeunesse, c'est quoi ? La jeunesse, c'est l'innocence. La jeunesse, c'est les futurs adultes. C'est ceux qu'on éduque. Il y a une idéologie selon laquelle, qui est une vision souvent d'ailleurs très essentialiste, qui permet souvent d'ailleurs de justifier, de maintenir les gamins pauvres dans leur pauvreté, que l'éducation, c'est comme mettre quelqu'un sur des rails. Donc voilà. Et ce que tu apprends, la façon dont tu es socialisé quand tu as 10 ans, aura des influences pour toute ta vie. Ça va, ce qui t'arrive à 10 ans, la façon dont tu es socialisé, dont tu es influencé, etc., te définit pour toujours. Voilà, tu vas plus bouger, tu seras comme ça pour toujours. C'est une vision du monde essentialiste. On avait beaucoup décortiqué ça quand on parlait de transidentité et de socialisation primaire, donc les questions de la socialisation genrée, etc. Mais ça vaut pour absolument tout. Et c'est totalement ignorer le fait que, genre, je sais pas, tu lis un peu de sociaux et tu vois en fait que, non, en fait, tu es éduqué par la société tout au long de ta vie. Tu es éduqué par ton entourage tout au long de ta vie. Et qu'est-ce qui t'éduque le mieux ? C'est tes conditions de matériel d'existence. Parce que l'éducation, c'est quoi ? En grande partie, c'est de l'adaptation au monde qui t'entoure. Alors que, encore une fois, la plupart des chercheurs montrent au contraire que plus tu punis violemment des jeunes, plus tu punis violemment les adolescents, plus ils vont avoir tendance à récidiver. Ce qui est logique. Est-ce que vous avez déjà été putain d'adolescent, les gens ? Genre, si t'es un adolescent un peu turbulent, violent, etc., qu'on te répond par de la violence, donc déjà qu'on renforce ton sentiment d'injustice, si t'es un petit con, ouais, tu vas continuer, oui, parce que ça va renforcer ton sentiment de seul contre tout, ça va renforcer ton sentiment d'adversité vis-à-vis du monde. Parce que quand t'es gamin, l'adversité que t'as vis-à-vis du monde, c'est tout le monde. C'est tes profs, c'est tes parents, c'est la société adulte qui se représente comme une menace pour toi, c'est l'angoisse de l'avenir, etc. Donc tout est antagonisant contre toi. Donc, je veux dire, pour moi, c'est l'évidence même que si tu enseignes la violence aux gamins au travers d'une répression constante, la seule chose qu'ils vont apprendre, c'est la violence. Et c'est d'ailleurs, encore une fois, c'est un truc qu'on avait développé avec Léo dans la vidéo justement contre Lucille Pétavin, où on montrait que face à la délinquance et à la violence des jeunes, notamment quand un enfant commettait un délit, un adolescent, etc., on avait tendance, si c'était un garçon, à l'envoyer davantage dans des réponses répressives. C'est-à-dire tout ce qui est maison d'arrêt pour mineurs, tout ce qui est punition dure, etc. Pour les garçons. Là où pour les filles, on avait davantage systématiquement tendance à ouvrir un double dossier. Ça veut dire quoi ? Un dossier en assistance éducative, en plus du dossier répressif, etc., sur le côté de la réparation de la peine, etc. Et ce dossier en assistance éducative, pourquoi on l'ouvre davantage pour les filles que pour les garçons ? C'est parce qu'il y a une croyance fondamentale qu'une fille qui est délinquante, c'est une erreur de parcours, c'est un échec de socialisation, c'est quelque part une anomalie à corriger, puisque les filles sont pour beaucoup de choses qu'elles font des anomalies à corriger, concrètement, ça s'appelle la misogynie. Alors que la délinquance chez les garçons est un fait de la nature, est un fait normal, est un fait indécrottable, qu'on ne pourra jamais leur enlever, est un fait que les garçons sont impossibles à éduquer, et donc comme ils sont inéducables, ils sont du coup promis à la répression. Les filles les plus belles, les garçons à la poubelle. Le système judiciaire be like les filles, les poubelles, les garçons à la poubelle. C'est le cas pour les garçons, c'est le cas pour les arabes et les noirs, en règle générale. Pourquoi en ce moment,
il y a ce fantasme d'un couvre-feu pour les gamins, qui est généralement accompagné de représentations médiatiques très jogging. Ça, c'est marrant, ça. C'est marrant, ils disent délinquance des mineurs, ils montent des gosses en jogging. Qu'est-ce qui te dit qu'ils sortent pas de cours de sport? C'est bizarre, ça. C'est chelou, ça. Il y a clairement une visée qui est de réprimer les enfants de banlieue. Encore plus de raisons de punir les darons derrière, du coup. Et oui, parce que derrière tout ça, il y avait déjà des annonces dans je sais plus quelle ville où le maire allait expérimenter les retraits des allocations municipales pour les familles dont les enfants sont délinquants, etc., etc. Donc, en ce moment, il y a une répression qui est une répression sur les jeunes, en règle générale, qui cible particulièrement les jeunes de quartiers populaires, les jeunes noirs et arabes, en règle générale, sous l'angle de la délinquance. Parce qu'évidemment, quand on pense jeunes délinquants, on pense à un arabe, quoi. C'est la pré-manifestation pour Naël. Je pense que derrière tout ça, alors, il y a une répression préventive. Une répression préventive parce que tout simplement, c'est l'été, et que souvent, les mouvements sociaux, l'été, c'est là que ça arrive. Que va y avoir les JO, va peut-être y avoir des victoires à fêter, il va y avoir des événements sportifs, on ne sait pas. Peut-être y avoir des occasions collectives de se retrouver. Alors la zone, ça dit quoi? C'est l'été, tous les jours, c'est samedi soir. Exactement. Dans les paroles du grand philosophe Joule, tous les jours, c'est samedi soir. J'en discutais avec des amis qui ont le chantage des allocations suite au choix de faire l'école à la maison pour leurs enfants. Ah ouais. Après, moi, l'école à la maison, moi, j'avoue. Désolé, Kadil Lidak, mais moi, l'école à la maison, je suis trop républicain, je suis trop contre. Désolé. Et encore une fois, pour des raisons de domination adulte. Je préfère largement un endroit, certes violent, qu'est l'école, mais dans lequel au moins tu es dans un collectif d'enfants de ton âge, qu'un espace de confinement face à la violence parentale. C'est peut-être mon avis personnel, mais je comptais aujourd'hui vous parler de domination adulte. J'estime que l'école à la maison fait partie d'une expression particulièrement dangereuse de la domination adulte. Après, le problème, c'est que le chantage au retrait des allocations familiales, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, outre le fait que je sois contre l'école à la maison, faire du chantage aux allocations familiales, c'est doublement dangereux et doublement violent. Parce que ça veut tout simplement dire, déjà, donc ça revient du coup à punir les parents. Pour l'école à la maison, non, tu punis les parents pour ce qu'ils font eux-mêmes et pas pour ce que font leurs enfants. Mais en tout cas, à punir les parents par tout simplement le portefeuille, l'économique, ce qui est le plus complexe à jongler précisément quand t'as des gosses. Donc, à punir les parents par un truc qui, en fait, très généralement, d'ailleurs, n'est pas particulièrement de leur fait, en fait, qui, du coup, est à les punir par un droit qui est censé être universel. C'est-à-dire que personne ne penserait à retirer la carte vitale à quelqu'un qui fume. Personne ne penserait retirer le droit de propriété à un multipropriétaire criminel, à un marchand de sommeil, par exemple. Personne ne penserait retirer le droit fondamental qui est le droit de propriété. Puisque tout simplement, les droits sont universels, les droits sont fondamentaux, les droits sont un dû qu'a l'État envers toi. L'État, qu'il soit la municipalité ou pas. Donc en fait, les droits sont universels, tu les as, point barre. Donc ce chantage aux allocations familiales participe aussi d'une idéologie qui fondamentalement considère que les allocations familiales ne devraient pas exister d'une, que ce n'est pas un dû de l'État. D'ailleurs que l'État s'en sortirait beaucoup mieux si les gens n'y avaient pas recours, alors que c'est totalement l'inverse. Le non-recours aux allocations familiales et aux aides sociales coûtent beaucoup plus cher à l'État que leur potentiel recours si tout le monde y avait recours. D'ailleurs, si c'était universel et obligatoire, personne ne se poserait la question. Enfin bref. Donc il y a déjà une idéologie selon laquelle l'État ne te doit rien. Donc une idéologie selon laquelle, comme dirait Margaret Thatcher, il n'y a pas de société, il n'y a que des familles. Démerde-toi, t'es tout seul avec ta merde, la société n'existe pas, n'est pas là pour toi. C'est déjà cette idéologie-là. Et ensuite, l'idée selon laquelle, en effet, il y a une responsabilité collective, mais dans la famille. C'est-à-dire que ce qu'on considère normalement dans une société démocratique, dans une société d'entraide, qui est une responsabilité collective de la société envers ses membres. C'est pour ça qu'on va cotiser à différentes caisses, on va avoir un État qui prélève de l'argent pour redistribuer sous forme d'allocations familiales, d'aide sociale, etc., etc. C'est pour ça qu'on a une société dite redistributive, ce qui est un modèle que la droite déteste, que les macronistes détestent, que les fascistes détestent, que globalement tout le monde déteste, à part la gauche qui se bat réellement pour. Donc ça veut dire que derrière tout ça, il y a une idéologie proprement thatchérienne qui vient. Il n'y a pas de société, la solidarité, la responsabilité collective n'existe pas au niveau de la société, donc n'existe pas au niveau de l'État. Donc n'allez pas demander des comptes à l'État, personne ne va vous répondre. Par contre, la responsabilité collective existe au niveau de la famille et au niveau de l'individu. Donc la responsabilité collective, le devoir de solidarité, etc., les familles les gèrent, l'État s'en désengage. Il y a cette thatchérisation
de l'idéologie qui arrive nécessairement avec un autoritarisme. Parce qu'à partir du moment où la société ne te doit rien, t'as rien à lui demander, et du coup, si tu lui demandes quoi que ce soit, elle est en bon droit de te poutrer la gueule, tout simplement. Enfin bref, déjà il y a ça. Donc il y a le racisme, il y a, voilà, on sait très très bien qui est ciblé par ces fameux couvre-feux, il y a une idéologie fondamentalement thatchérienne, il y a une attaque sans précédent envers nos droits fondamentaux, envers notre solidarité, etc. Mais il y a également une expression et une radicalisation de ce qu'on appelle la domination adulte. Donc là, on va voir du coup avec le prochain extrait avec Sabrina Agresti-Roubache. Je veux revenir sur quelque chose qui me frappe ces dernières années, c'est de penser qu'un adolescent a une vie privée. Un adolescent est un mineur. Donc les parents ont le droit de fouiller dans le téléphone, de chercher quelque chose dans la chambre si jamais il y a des stupéfiants par exemple. Donc voilà, Sabrina Agresti-Roubache, qui est ministre de la Ville et ministre de la Citoyenneté. Donc elle se retrouve un petit peu par hasard ministre de la Citoyenneté. Ah, ministre de la Ville, c'est parfait parce que ministre de la Ville, tu t'occupes de quoi ? Bah, tu t'occupes des banlieues. Donc globalement, elle est ministre de la mise au pas de la banlieue. Quand tu es ministre de la Ville et de la Citoyenneté, c'est ça concrètement. Donc elle a dit que c'est absurde de dire que les adolescents ont une vie privée parce que ce sont des mineurs. De quoi on parle quand on parle de domination adulte ? Alors, il y a plusieurs pensées autour de ça, on va dire. La domination adulte, en gros, c'est quoi ? C'est l'idée qu'il y a un système de domination spécifique et de verticalité et d'imposition d'une violence des adultes envers les enfants. C'est-à-dire, c'est de décrire les enfants, parfois comme une classe sociale, mais en tout cas comme une classe ou comme une caste, qui fait l'objet d'un système de domination particulier. Alors, il y a beaucoup de débats autour de ça, parce que beaucoup de personnes, on va prendre des gens comme Bernard Lahire, qui est sociologue, utilise parfois le terme de domination adulte, mais il va y avoir tendance à avoir une justification biologique à la domination adulte. Vous allez voir pourquoi il y a un lien avec les enfants trans, et que tout ça est totalement lié. Désolé, j'ai peut-être un cerveau tordu, mais le dépôt de proposition de loi pour interdire la transition aux mineurs trans, et cette sortie de Sabrina Agresti-Roubache sur le fait que les enfants n'ont pas le droit à l'intimité, pour moi, c'est le symptôme de la même radicalisation de la domination adulte. En fait, c'est quoi ? Les gens ont tendance à dire que la raison pour laquelle un enfant est un enfant, c'est que c'est une donnée biologique. C'est vrai que biologiquement, les enfants sont plus petits, sont plus faibles, sont moins formés, sont moins, etc., et donc ont beaucoup moins de capacité de discernement, et donc que cela justifie qu'on considère qu'une partie du consentement de l'enfant est déléguée à ses parents, puisque un enfant ne peut pas tout faire. Et c'est pas faux. C'est qu'il y a en effet une donnée biologique propre à l'enfance et à l'adolescence. Et voilà, c'est que en fait, tu es plus petit, pour ouvrir une porte, c'est plus compliqué, t'as besoin d'aide permanente, en fait, puisque simplement le monde n'est pas adapté à toi, puisque c'est un monde d'adultes, puisque la majorité c'est des adultes, et que voilà, donc c'est pas une question de domination, dirait Bernard Lahire. C'est pas une question de domination, c'est une question simplement. Alors, il peut y avoir des effets de domination et de violence, mais on peut pas vraiment parler de domination parce qu'après tout, les gosses, ils en ont besoin de cette autorité des parents. C'est le bon sens. Sauf qu'en réalité, tu as des chercheurs et des chercheuses, comme notamment Juliette Rennes, que je viens de découvrir, qui est très très intéressante, qui a travaillé notamment sur la question de l'âge biologique versus âge social, et qui a montré par exemple que l'âge auquel les enfants marchent pour la première fois change en fonction des cultures. Que les différents âges en fait de la vie ne sont pas forcément les mêmes, même si évidemment il y a des passages obligatoires où à un moment tu sais pas marcher, à un moment tu apprends à marcher, etc. Mais que ces moments-là, ces âges ne sont pas des âges fixes, mais ce sont des âges sociaux et culturels. Et qu'en réalité, même s'il y a une donnée biologique dans l'âge et dans le fait que le corps se développe, il y a énormément de... Comment dire, le social a un poids immense dans la rapidité avec laquelle ce passage à l'âge adulte va se faire, et y compris la rapidité avec laquelle certaines capacités biologiques vont se développer. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait sur les iPad Kids et sur, oh là là, les enfants qui vont avoir un cerveau sous-développé parce qu'ils ont regardé des trucs sur iPad, etc. et qui ne se rendent pas compte à quel point précisément le fait d'avoir accès à différentes technologies, à différentes façons de penser, ça développe d'autres savoir-faire concrets que leurs grands-parents n'avaient pas au même âge. Et qu'en fait, oui, c'est peut-être aussi d'autres zones du cerveau qui sont développées, voilà. Étant donné que la construction d'une personne se fait beaucoup durant son enfance, comment lui apprendre à gérer lui-même son intimité, son consentement et la conscience de soi si on le prive de tout cela en étant petit ? Justement, c'est le problème. L'adolescence qui est apparue dans les années 50, c'est un autre élément. Oui, l'adolescence comme concept sociologique, comme idée d'un âge entre l'enfance et l'âge adulte, c'est-à-dire que cette étape transitoire de l'adolescence
c'est une construction sociale qui est assez récente. Alors bien évidemment, le fait d'être pubère n'est pas une construction sociale. Tu as vraiment les hormones qui arrivent dans ton corps. Mais l'idée que tu appartiens à une catégorie spécifique de la population, de l'âge, avec différents clichés qui vont être et différentes normes qui vont être imposées parce que tu as tel âge et que tu as tel âge de la vie, c'est une construction récente. Donc tout ça pour dire que on peut parler, et d'ailleurs je vous recommande vraiment différents travaux sociologiques sur la domination parentale et sur la domination adulte en règle générale. L'enfance peut être étudiée sous l'angle d'un rapport de domination des adultes sur les enfants. Une des expressions de la domination adulte, c'est l'inceste par exemple. L'inceste est une forme de domination adulte, puisque c'est littéralement une imposition, une prise de possession du corps de l'enfant par un adulte, d'un point de vue sexuel, etc. Autre exemple de domination adulte, c'est de ne croire et ne pas faire confiance, de délégitimer les enfants lorsqu'ils ont des sentiments homosexuels, par exemple. On va voir un enfant, un petit garçon qui est un petit peu féminin ou qui est un petit peu attiré par un garçon, et au nom de son âge, au nom de son enfance, on va lui répondre que c'est pas bien, qu'il est trop jeune pour savoir, que etc., etc. Le fameux tu es trop jeune pour savoir, voilà. Oui, aussi l'infanticide. Un enfant tué tous les 4 ou 5 jours par ses parents. L'infanticide, c'est aussi un gros sujet de la domination adulte. Ça va être dans le cas des enfants trans, par exemple, où lorsque un enfant va faire état d'un désir d'être perçu différemment, de s'habiller différemment, de changer de perception de genre et de changer de la façon dont la société a une perception de son genre, on va le psychiatriser, on va essayer de le soigner, on va essayer de l'en empêcher et on va aller jusqu'à proposer des lois qui interdisent la transition, y compris la transition sociale, y compris le fait de se couper les cheveux et de s'habiller comme on veut. Ça aussi, ça fait partie des trucs un peu bizarres. Les parents qui choisissent comment leurs enfants vont s'habiller. Bon bref, t'as plein de trucs, voilà. Autre effet de la domination adulte, ça va être le fait que, alors qu'on considère que si un enfant est trans, il est trop jeune pour consentir et trop jeune pour savoir, de même si l'enfant est homosexuel, on va considérer que si un enfant naît intersexe, il n'a pas à consentir pour qu'on puisse le mutiler, puisque c'est un enfant défectueux qu'il faut absolument corriger. Donc la répression des corps, littéralement des corps intersexes, leur mutilation et tous ces traitements-là, sont également permis par la domination adulte, puisqu'on considère que un enfant ne se possède pas lui-même, en fait, qu'un enfant ne consent pas. Intersexe, tu peux expliquer rapidement. Oui, pardon. Une personne intersexe, c'est une personne qui naît avec biologiquement différentes variations dans tout ce qui va faire le développement sexuel. Donc, par exemple, un taux hormonal différent, des chromosomes qui ne sont pas totalement XX ou XY, ou alors des hormones XY, mais un corps qui va se développer de façon féminin, par exemple. Donc, bref, tous ces trucs-là qui font que on va voir soit à la naissance, soit à l'adolescence, soit à l'âge adulte. À l'âge adulte, ça va, hein, ça va. Que le sexe biologique, entre guillemets, de l'enfant ne correspond pas à ce qu'on considère comme étant la norme du sexe biologique. C'est-à-dire, on peut pas totalement, voilà, en clair, on peut pas totalement dire si c'est vraiment un petit garçon, si c'est vraiment une petite fille. C'est des variations qui sont saines. C'est des variations du corps qui sont pas des maladies, qui sont pas des malformations. C'est quelque chose qui a toujours existé dans l'être humain. Voilà, tu penses aux femmes à barbe, ben voilà, les femmes à barbe sont des exemples d'intersexuation. Et ce qui se passe en fait aujourd'hui et à peu près partout dans le monde, c'est que lorsqu'un enfant naît comme ça, on considère pour plein de raisons pseudo-scientifiques et pseudo-psychologiques, psychiatriques, psychanalytiques, que parce que l'enfant sera différent, il ne pourra jamais s'intégrer dans la société ni être heureux, et être heureux sous-entendu, avoir une vie conjugale normale, bien hétéro, avoir l'air normal. Et du coup, quasiment tous les médecins privilégient une approche de correction, c'est-à-dire on va aller opérer des enfants, des bébés, des nourrissons, etc. On va les mettre sous traitement hormonal, etc., pour qu'ils aient l'air normaux. Et en fait, c'est des traitements qui s'apparentent à des mutilations et en fait à des crimes contre la personne et à des crimes contre l'enfant notamment, mais qui sont autorisés à peu près partout. J'ai eu qu'un ami qui n'avait pas de vagin à proprement parler, du coup ils ont voulu forcer une vaginoplastie sur elle pour assurer qu'elle ait une vie sexuelle. Ça a merdé, now elle est en fauteuil. Elle a récemment appris que sa malformation parfaitement saine relevait du spectre intersexe par exemple. Voilà, très bon exemple, Bimbonation. Donc voilà, et ça, typiquement, c'est quelque chose qui est permis par cette structure de domination adulte. Qu'est-ce qui d'autre est permis par la domination adulte ? C'est tout ce qui va se retrouver dans le champ des violences éducatives. Le fait que un parent va considérer qu'il a la souveraineté suffisante sur le corps de son enfant pour le frapper,
pour le corriger, pour le punir, pour lui infliger des sévices corporels, au nom justement de son éducation. Parce que c'est cette idée générale, c'est cette idéologie générale selon laquelle le parent sait mieux que son enfant ce qui est bon pour lui. Parce qu'évidemment, on n'oserait pas dire à un autre adulte qu'on sait mieux que lui ce qui est bon pour lui. Généralement, on considère que quand tu es adulte, t'es majeur et vacciné, tu sais ce qui est bon pour toi, t'es en capacité de consentir, y compris de consentir à des choses qui sont nocives pour toi, etc., comme l'alcool et la cigarette, etc. Tu peux consentir à des trucs qui sont mauvaises, donc on va pas te dire ce que tu dois faire de ta vie. Sauf si tu es handicapé, bien sûr. Sauf si tu es psychiatrisé, tu as un trouble mental, etc. Sauf si, etc. Puisque dans tous ces domaines-là, on va alors te retirer ta capacité à consentir. On va t'imposer une tutelle qui n'est pas la tienne. Et donc, c'est une tutelle qui se rapproche énormément de la tutelle d'un enfant. Puisqu'on va considérer que, n'ayant pas capacité de consentir, finalement, tu es un petit peu resté à un stade infantile. Et d'ailleurs, c'est souvent pour ça, quand on parle de handicap, notamment de handicap mental, c'est un handicap qui est lié en fait à de la psychiatrisation, on va souvent parler de retard mental. Quelqu'un qui est attardé, retardé, etc. Parce qu'en fait, on perçoit l'idéologie derrière tout ça, c'est que quelqu'un qui a un fonctionnement psychiatrique différent, tout simplement, n'aura jamais dépassé le stade de l'enfance dans sa capacité à consentir, à être autonome, etc., etc. Qu'importe qu'on lui ait appris à devenir autonome ou pas. Parce que très souvent, des gamins qui sont psychiatrisés, etc., on va simplement les traiter comme des éternels enfants, on va jamais leur apprendre à s'autonomiser, à consentir à quoi que ce soit. Donc il y a aussi la façon dont on éduque les enfants qui fait ça. Mais du coup, les personnes handicapées, psychiatrisées, etc., vont vivre cette infantilisation permanente, puisque tout simplement, ils vont systématiquement être dans un système de tutelle, dans un système où ils n'ont pas leur pleine souveraineté, où ils sont systématiquement dépendants d'autres comme un enfant est dépendant de ses parents, et ça va être le mode d'infériorisation de ces personnes dans la société. Et on va généralement pas tendance à chercher à développer leur capacité à s'autonomiser tout seul. Après, on infantilise les pauvres, les vieux, reste pas beaucoup d'adultes dans leur saucisse, j'oublie les femmes. Ah oui, les femmes, typiquement, les femmes, pendant très 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 longtemps, c'est au travers justement, d'ailleurs je crois que c'était Foucault qui disait que la domination adulte est la matrice de toutes les dominations. Je sais plus si c'était lui qui disait ça ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas je sais qu'à l'époque certains philosophes disaient que la domination adulte c'est la matrice, c'est la base de toutes les dominations, parce qu'en fait c'est beaucoup en référence à la domination de l'enfant qu'on a beaucoup infantilisé et infériorisé des gens. Dorothée Ducy dit aussi, alors je dois probablement confondre avec Dorothée Ducy alors, mais parce que tout simplement, pendant très longtemps, une femme était mineure. Littéralement. Elle passait de l'autorité du père à l'autorité du mari. Elle n'avait pas de majorité civile, dans le sens où elle n'avait pas les pleins droits, qui sont les droits qu'on associe au majeur. Donc cette structure de dépendance permanente, qui est une dépendance patriarcale, passait par le fait de maintenir les femmes légalement dans une situation de minorité. C'est Bernard Larière, je viens de dire. Ok, donc c'est Bernard Larière qui dit ça. Donc en fait, c'est du coup beaucoup de gens qui disent ça, du coup. Beaucoup de chercheurs sur le... Et donc, c'est aussi Foucault. Très bien. Bon, c'est Foucault, Lahire, Ducy. D'accord. Donc voilà. Donc, beaucoup de gens disent en effet que la domination adulte est la matrice de toutes les dominations, puisque tout simplement, c'est quelque chose par lequel on est tous passés. C'est quelque chose qui bénéficiait de la présomption de biologie, puisque, oui, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, un enfant biologiquement est plus faible qu'un adulte, puisque, oui, son corps est un petit peu moins développé. Et du coup, on va utiliser cette justification biologique pour justifier une infériorité légale. Donc, c'est la matrice de la domination dans ce sens-là. Dans la présence biologique, dans le retrait de la souveraineté, bref, plein de trucs. Je suis papa d'une fille d'1 an et je me demande en t'écoutant comment faire dans mon quotidien pour éviter de tomber dans les travers que tu décris. C'est peut-être con et basique ce que je vais dire, mais je pense que pour éviter de tomber dans ces travers, il faut systématiquement faire le travail d'essayer de percevoir son enfant comme une personne à part entière et pas comme une personne en construction. Même si il y a une forme de construction dans l'enfance et dans l'éducation, mais dans tes interactions avec ton enfant, de systématiquement le prendre comme quelqu'un de complet, et donc de le prendre à partir de ça, plutôt que comme quelqu'un d'incomplet à qui tu auras le devoir d'apporter cette complétude. Parce que généralement, c'est en considérant les enfants comme incomplets et inachevés qu'on va avoir tendance à leur imposer des choses. Puisque à partir du moment où ils sont incomplets et inachevés et qu'ils ne veulent pas se parachever eux-mêmes, dans ce cas, c'est nous qui devons les parachever. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi à l'origine de beaucoup de relations complexes entre parents et enfants, notamment beaucoup des parents qui vont avoir tendance à corriger certaines choses de leur propre vécu au travers de leur enfant, de se rattraper, ça c'est beaucoup un truc de mère notamment, parce qu'en fait, aux femmes, on enlève énormément de capacité à agir, de capacité à avoir de l'ambition, du coup, qui vont compenser des ambitions qu'elles ont dû abandonner au travers de leur enfant, par exemple. Ou alors, qui vont avoir la hantise de retrouver en leur enfant
les mêmes travers qu'ils ont eux-mêmes et passer leur vie à essayer de réprimer absolument ces travers. Alors, ce qui est le pire effet possible, parce qu'en voulant absolument réprimer certains travers chez ton enfant, bah, tu vas les visibiliser et les faire apparaître. Enfin bref. Donc mais parce qu'en fait, souvent, c'est une vision instrumentale finalement de l'enfant. Revenons à Sabrina Agresti-Roubache. Quand elle dit que... Je veux revenir sur quelque chose qui me frappe ces dernières années, c'est de penser qu'un adolescent a une vie privée. Quand elle dit qu'elle veut revenir sur le fait qu'un adolescent a une vie privée, par exemple, ça fait littéralement partie des droits de l'enfant. La Charte internationale des droits de l'enfant garantit un droit à la vie privée. La protection de l'enfance sur Internet vise précisément à garantir leur droit à l'intimité et à la vie privée. Généralement, les parents qui remettent en question le droit à la vie privée de leur enfant, c'est des parents qui sont maltraitants. C'est des parents qui vont aller fouiller dans leur chambre, lire leur journal intime et leur faire comprendre finalement que ils n'ont pas qu'ils ne peuvent pas avoir de barrière. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que si tu refuses toute vie privée à tes enfants, mécaniquement, forcément, ça revient à leur nier leurs frontières. Ça veut dire que ça leur revient à leur apprendre, déjà qu'ils ne pourront jamais avoir un espace où ils sont en sécurité. Tu as toujours besoin d'un espace de sécurité pour te construire. Donc c'est leur nier un espace de sécurité pour se construire, un espace à l'abri du regard parental, oui, parce que malgré l'idéologie de domination adulte, les parents n'ont pas de droit de regard sur absolument tout ce que font leurs enfants. Ça n'a pas d'identité individuelle, et surtout, pas de capacité à consentir. Si systématiquement, tes parents violent ton intimité, comment construire les limites de ton intimité ? Comment savoir lorsque quelqu'un va violer les limites de ton intimité, va aller trop loin, va être dans l'abus, va t'utiliser ? Et c'est énormément relié avec beaucoup de panique morale, encore une fois de la droite, vis-à-vis de l'apprentissage de l'éducation sexuelle aux enfants. Parce qu'on va pas se mentir, là ils n'arrêtent pas de parler de délinquance des mineurs. Mais le premier lieu de répression des parents, c'est sur les relations. Et le premier lieu d'ailleurs d'indiscrétion des parents, qui la hantise des gosses, particulièrement quand ils ont leur première petite copine ou pour leur premier petit copain, c'est précisément que les parents veulent mettre leur nez systématiquement dans tout ça. Tellement vrai, forcer les contacts physiques aussi, le fameux faire un bisou à machin. Ah oui, alors là oui, évidemment, quand on parle notamment des gamins, en mode faire un bisou à grand-mère même si t'as pas envie, tu vois. Genre il y a un truc on a tendance énormément à forcer les enfants à faire des actes qu'ils veulent pas, enfin bref. Mais rien, les paniques morales sur l'enseignement de l'éducation sexuelle. L'enseignement de l'éducation sexuelle aux enfants revient à faire quoi ? Revient à faire comprendre aux enfants qu'ils ont une intimité, que cette intimité doit être respectée, mais c'est surtout enseigner aux enfants qu'ils ont un corps, qu'ils ont une intimité et que personne n'a le droit de toucher à ce corps. Lorsqu'on nie l'éducation sexuelle aux enfants, on facilite encore plus le travail des prédateurs sexuels. Non pas parce que c'est plus facile de violer un enfant qui n'a pas d'éducation sexuelle et que de toute façon, s'il y a une éducation sexuelle, du coup, tu pourras te défendre toi-même face à l'adulte qui veut t'attoucher, etc. Mais au moins, ça permet à l'enfant de se rendre compte qu'il y a quelque chose de pas bien. Et ça permet à l'enfant de le dire, et ça permet à l'enfant éventuellement d'être écouté, si tant est que on ne soit pas dans un rapport de domination vis-à-vis de l'enfant, où on considère qu'un enfant ment forcément. Parce qu'encore une fois, une des conséquences de la domination adulte, c'est que quand un enfant va dénoncer des attouchements qu'il aurait subis, on ne lui fait pas confiance, on ne le croit pas, parce que c'est un enfant. Et parce qu'il n'y connaît rien, et parce que de toute façon c'est un peu gênant, c'est un truc d'adulte, et qu'on ne veut pas se confronter surtout à ça, quoi. Donc voilà. Donc c'est tout ça qui est en jeu quand on parle des droits de l'enfant. Donc lorsque la ministre de la Citoyenneté et de la Ville, qui donc n'est pas chargée de l'enfance, vous parle des enfants de cette manière, en violation directe de la Charte des droits de l'enfant, en violation du coup directe des droits fondamentaux des enfants, elle s'inscrit dans une radicalisation qu'on voit en ce moment au niveau du gouvernement, dans une radicalisation de la domination adulte, donc de la radicalisation de la répression justement de tout ce qui a trait à l'enfance et à la jeunesse, et elle le fait en faisant passer le message, qui est un message du coup encore une fois de domination adulte, comme quoi finalement les enfants n'ont pas de droits fondamentaux. Parce qu'en fait c'est ça. Lorsqu'elle dit qu'elle veut revenir sur le fait que les enfants aient droit à une vie privée, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle veut revenir sur le fait que les enfants aient des droits fondamentaux. Donc c'est dans cette logique-là, renforcer d'autant plus l'infériorisation des mineurs, infériorisation légale, puisque c'est nier le peu de protection déjà qu'ils ont. Moi je me rappelle quand j'étais gamin, quand j'étais je crois en primaire, on avait eu un cours d'éducation civique ou alors une intervention en classe où je sais plus, et on nous avait distribué on nous avait distribué la Charte des droits de l'enfant. Et alors là, on était tous en mode, on a des droits.
comment ça, on a des droits, comment ça, il y a des droits des enfants? Et après, on est en mode, ah ben oui, c'est logique, parce que oui, c'est interdit de faire travailler les enfants à l'usine, blablabla et tout. C'est vrai qu'il y a des droits qui ont été acquis. T'as la prof d'histoire qui expliquait que oui, avant, les enfants, ils travaillaient à l'usine et puis c'était violent. Ah oui, c'est vrai que du coup, les droits de l'enfant, ça permet ça. Mais sauf que ces droits de l'enfant, ils garantissent aussi beaucoup d'autres choses qui sont pas uniquement le fait de pouvoir de ne pas les exploiter dans le travail, quoi. Pareil que c'est interdit les devoirs à la maison, j'ai jamais su si c'est vrai. Alors, j'en ai aucune idée. Mais il y a beaucoup de réflexions sur le travail scolaire sous l'angle du travail, justement. Et pas uniquement sous l'angle du devoir. C'est-à-dire qu'on appelle ça des devoirs, mais c'est du travail. Et qu'en fait, beaucoup il y a des sociologues, justement, qui, notamment justement dans ce numéro de la revue Mouvement, il y a un article, je crois, qui s'intéresse à la question du travail scolaire sous l'angle du travail et sous l'angle du travail gratuit, justement. Donc bref, c'est... Après, on rentre dans des trucs un peu plus radicaux. C'est interdit en primaire. Ah ouais? Waouh, mon école primaire qui était dans l'illégalité totale. C'est terrible. Enfin bref. Qui respecte ça? Oui, MDR. Moi, j'ai l'impression que tout le monde avait des devoirs en primaire. Hein. Enfin bon. J'ai pas suivi par rapport à ton titre comment Attal met les pieds là-dedans. Alors, Attal met les pieds là-dedans au travers de ça. Dès la rentrée prochaine, nous instaurerons des commissions éducatives dès l'école primaire avec des sanctions adaptées à l'école primaire, mais qui seront, je le crois, beaucoup plus utiles à l'apprentissage par nos élèves, par nos jeunes, du respect des droits et devoirs, de l'autorité et du civisme. C'est que Gabriel Attal, en ce moment, en tant que Premier ministre, mais pas que, il est à la tête, justement. En fait, c'est que si Sabrina Agresti-Roubache dit ça, c'est bien parce qu'elle fait partie d'un gouvernement qui, avec Gabriel Attal, mène en ce moment consciemment, c'est pour ça que je faisais le lien avec la délinquance des mineurs tout à l'heure, et ensuite que j'allais sur la domination adulte, les questions trans, et trucs comme ça, c'est qu'en ce moment, il y a une véritable idéologie de radicalisation de la domination adulte, de radicalisation de ce que, encore une fois, certains sociologues et philosophes considèrent comme la matrice de toutes les dominations. Et donc, ça fait partie du tournant autoritaire, ça fait partie justement de cette idéologie répressive qui consiste à dire qu'il suffit de punir encore plus dur et vous inquiétez pas, ça va marcher, alors que tout prouve, toute la science, toute la sociologie prouve que plus tu punis durement, plus les gens vont récidiver. Parce que oui, évidemment, si tu considères qu'un enfant est dans le domaine de l'éducation, dans ce cas, si tu l'éduques à coups de chlasse, tu lui enseignes la violence. Et du coup, tu ne lui enseigneras à ne s'exprimer par aucun autre moyen que la violence. Donc évidemment que tu crées de la récidive. Donc bref, en tout cas, c'est un sujet que j'aimerais beaucoup voir plus développé en ce moment. Dans ma tête, la domination adulte, c'était un truc de vieux Foucaldien. Je suis assez content de voir qu'il y a des revues comme la revue Mouvement, il y a pas mal de chercheurs du coup que j'ai découvert qui travaillent sur le sujet. Mais je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas assez. Encore une fois, parce qu'il y a cette présomption de biologie, il y a cette présomption de... Il y a cette idée de c'est normal que les parents ils s'occupent des enfants et que du coup ils ont la responsabilité des enfants, que les enfants ils peuvent pas tout, blablabla. Donc je pense que c'est un domaine dans lequel on a une telle illusion de normalité là-dessus qu'on ne s'interroge même plus sur la violence et sur la place des enfants dans la société et sur la façon dont précisément la place des enfants est niée. Et je trouve que cette radicalisation du gouvernement là-dessus, cette violence-là du gouvernement, outre ces intersections racistes, etc., comporte aussi en elle... j'ai souvent tendance à dire que la façon dont on traite les enfants est un petit peu la boussole de comment on traite le reste de la société. Et j'ai l'impression que là-dessus, justement, c'est une séquence en ce moment qui est loin d'être anodine, qui est vraiment un révélateur extrêmement criant du projet général en fait de la société. En tout cas voilà, je vous conseille beaucoup de vous intéresser à cette question et ce sujet de la domination adulte. Et en tout cas c'est une grille de lecture, une grille d'analyse je pense qui est assez pertinente pour ce qui se passe en ce moment.